À la représentation de ce projet qui a pris forme l'année dernière dès le mois de juin, avec un investissement très important des professeurs, mais aussi bien évidemment des élèves. Et je pense qu'ils sont très heureux et très fiers de nous présenter leur travail. Donc je vais leur laisser nous présenter cette pièce qui, je pense, sera comme d'habitude, dont on gardera un souvenir précieux au sein de l'établissement. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va faire court. En 2 mots seulement, c'est un drôle d'objet qu'on vous propose ce soir. C'est pas vraiment du théâtre. Si ce sont des mathématiques, ce sont des mathématiques comme une drôle de tête, vous allez le voir. Mais c'est vrai que pour les élèves, pour nous aussi, ça a été très intéressant de voir comment on pouvait aborder les mathématiques qui souvent font peur au collège, il faut bien le dire, d'une manière, encore plus ouverte sur la vie et envisager les sciences sous leur aspect, historique parfois, faire voyager ces sciences et voir le rapport qu'elles peuvent avoir avec la géographie par exemple, et pourquoi pas avec le français, le théâtre par ailleurs. Hein. J'en dirai pas plus. Sur le plan strictement scientifique, tu as probablement 2-3 choses à ajouter, mais on laissera la parole après aux élèves qui ont plus de 2 heures de choses à vous dire ce soir. Mais entre deux, on boira et on mangera un petit peu. Voilà. Pour moi, c'est une grande première, monsieur Champagne a l'habitude. Donc, il a mené ça de main de maître. Je me suis laissée embarquer dans ce projet suite à une émission qui est passée sur France Inter et qui parle d'un livre de Michael Launay, qui est un mathématicien qui cherche à promouvoir les mathématiques de manière non formelle. Et je tiens aussi à remercier Michael Launay, même s'il ne peut pas être là ce soir, puisqu'il nous a donné toutes les autorisations nécessaires à la reproduction de son livre et au fait de lui prendre les idées. Et voilà, donc c'est une première. Et je suis fière des 3D, du travail accompli, parce que je sais qu'on leur en demande beaucoup. Voilà. Algorithmie, Einstein, Pythagore, François Viette, Fibonacci, Lioui, Henri Poincaré, Descartes, Michael Launay, Eratosthène, Ruy, Fermat, Thalès, Cassini, Monge, Romain, Al-Kashi, Sophie Germain, Euclide, Algorithmie, Einstein, Pythagore, Euler, C'est Brahmagupta. C'est Brahmagupta. mais pas maintenant. Ah, pardon. Mesdames et messieurs, damoiselles, damoiseaux, le plus grand silence, votre capacité à rêver vont être sollicités. S'il vous plaît, merci de m'écouter et de faire le silence. Un silence absolu. Voici la garde républicaine. À vous la cavalerie. Oui, Saint-Germain-en-Laye accueille dans les écuries de son château le centre d'instruction de cette section de la gendarmerie, la garde républicaine. Héritière du grès royal, créée par Saint-Louis, elle fut créée pour défendre Paris et illustrer le prestige de la France. En 1952, elle se nomma la garde républicaine. Saint-Germain-en-Laye n'est pas seulement fameux pour ses écuries et l'activité de la garde républicaine. C'est aussi, et peut-être surtout, le musée où je réside désormais. Le musée archéologique de la préhistoire se trouve dans le château sur plus de 3300 mètres carrés. Sont exposées plus de 3000 pièces.
Ma modestie m'empêche de dire que je suis l'une des pièces maîtresses de ce lieu. Je suis la dame de Brassampouilly. Je suis l'une des plus anciennes représentations de réalistes humaines. Je fus découverte en 1894 en France, dans le département des Landes. Je n'ai beau mesurer que 3,65 cm de hauteur, les spécialistes vantent mon visage triangulaire et équilibré, sculpté dans l'ivoire de mammouth. Comme vous pouvez le constater, mon front, mes sourcils et mon nez sont en relief, mais ma bouche est absente. Sur ma tête, je porte une sorte de quadrillage formé à partir d'incisions perpendiculaires. Y voyez-vous plutôt la forme d'une perruque ou celle d'une chevelure tressée? On me dit charmante, harmonieuse. Harmonie, symétrie, équilibre. Et si la préhistoire nous donnait l'occasion de faire un point mathématique? Ancien, très ancien, de l'homme à la symétrie. Tout commence avec les tailleurs de pierre préhistoriques et leurs bifaces. Y a-t-il une utilité pratique à ce recours à la géométrie ou est-ce purement esthétique? En continuant mes pérégrinations dans les musées parisiens et en particulier dans le musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, je tombe face à des vases antiques, soyons précis, des vases mésopotamiens. J'en trouve des dizaines, des centaines. Me croirez-vous ou non, ces vases peuvent être regroupés en 7 catégories mathématiques. 7 catégories mathématiques seulement en fonction du type de frise qui les orne. En voici des exemples. Regardez, elles sont toutes obtenues de transformations de base qu'on a pour la plupart étudiées au collège. Pour le premier motif, il est simple, il a été reproduit par translation, comme pour toute frise. Pour la seconde, le motif est obtenu par symétrie axiale, l'axe étant horizontal. Pour la troisième, le motif est obtenu par symétrie verticale, cette fois-ci. Pour la quatrième, le motif est obtenu par symétrie centrale, aussi appelée rotation 180 degrés. Pour la cinquième, le motif est une symétrie glissée que nous n'étudions pas au collège, malheureusement, je n'y peux rien. Pour la sixième, les motifs sont obtenus par une symétrie d'axe verticale, une autre symétrie d'axe horizontale et un centre de symétrie. Enfin, la septième, les frises sont obtenues de motifs de symétrie verticale, un centre de symétrie et une symétrie glissée que nous n'étudions toujours pas au collège. Toutes les frises, même les plus complexes, appartiennent forcément à l'une de ces 7 catégories. Toute autre combinaison est géométriquement impossible. Dans l'Antiquité, on a prouvé cette théorie et pourtant, tous les Mésopotamiens avaient trouvé les 7 types de frises. Toute la pratique, mais pas le schéma théorique. Incroyable, non? Nous aussi, nous avons voulu créer des motifs. Aude a dessiné ce motif, qui a ensuite été transformé, enfin, modélisé sur informatique par Jean-Baptiste. N'est-ce pas miraculeux? On s'est contenté d'un modèle pour créer ce motif.
Mais c'est véritablement beau. C'est mésopotamiennement beau, n'est-ce pas? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai l'honneur d'être votre guide pendant cette visite express du Louvre. Si vous voulez tout savoir sur le Louvre avant le Louvre, quand ce n'était qu'un simple château fort, si vous attendez de moi une présentation des collections du musée, si vous attendez de moi une présentation de la fameuse pyramide par laquelle on pénètre dans l'édifice, vous serez déçus. Je ne connais que 3 ou 4 petites choses, mais je vais bien volontiers les partager avec vous. Les voulez-vous? Oui. Bien, alors il faut savoir qu'en 1190, le Louvre n'était qu'un simple château fort. Il fut construit sous le règne de Philippe Auguste. Charles V l'a fait rénover, agrandir. Je passe parce que j'ai trop de mémoire. Au XVIIIe siècle, Louis XV a le projet de transformer ce palais royal en musée. Ce projet n'aboutira qu'à la révolution. Alors, ensuite, je suis sûr que vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce musée. Les voulez-vous? Alors, il faut savoir que le musée renferme des collections d'œuvres d'art provenant de cultures, de civilisations et d'époques variées. Parmi les plus fameuses, je mentionnerai la Joconde, œuvre que Léonard de Vinci a peint en 1503-1506. Ou encore La liberté guidant le peuple, œuvre que Eugène Delacroix a peint en 1830. Ou encore La Vénus de Milo d'Antioche, qui remonte, sans les bras, à 150-130 avant Jésus-Christ. Pour satisfaire votre curiosité, j'ajouterai que sur les 300 000 œuvres de fond, seulement 35 000 sont exposées au public. Le musée s'étend sur 360 000 mètres carrés, dont 72 735 mètres carrés de galeries. Voilà, j'en sais pas plus. Ah si, la pyramide. On répète après moi. Pyramide. Très bien. Elle se dresse dans la cour du musée sur une base carrée de 35,42 mètres carrés. L'architecte de cette réalisation l'a inaugurée le 30 mars 1989, fut Léo Mingpeng. Si je ne vous ai pas tout dit, c'est que vous allez calculer par vous-même. Et moi, je vais prendre ma pause. Combien de carreaux comporte cette fameuse pyramide moderne? Très bonne question, Mathéo. Mathéo a l'esprit mathématique, mais nos chers parents, nos chers auditeurs et auditrices ne sont pas des spécialistes. Ces personnes ont probablement besoin d'un peu d'aide et de pédagogie. Eh bien, allons-y. Alors, je prends mon souffle. C'est parti. Notre but est donc de savoir combien il y a de losanges en tout sur cette pyramide du Louvre. Eh bien, voilà la méthode. Si nous observons une des faces de la pyramide, nous observons un losange en haut, puis 2 sur la ligne juste dessous, puis 3, etc. Schématisons cela, puis dessinons 2 faces imbriquées l'une dans l'autre. Sur la première ligne, on compte 17 losanges, plus un de l'autre face, ce qui fait 18. Vous me suivez jusque-là? Oui. Bien sûr qu'ils te suivent, et moi aussi. Il ne nous reste plus qu'à faire une multiplication. Il y a 17 rangées, comportant chacune 18 losanges, ce qui fait 306. Nous avons donc 306 losanges sur 2 faces. Mais nous n'avons fait que la moitié du travail. Il y a 4 faces, pas seulement 2. Et nous voulons trouver le nombre de losanges sur l'ensemble des faces. Donc, faisons 306 x 2, ce qui fait 612 losanges en tout sur cette pyramide. Bravo, Shaima. On vient de trouver une solution géométrique, c'est-à-dire basée sur des figures. Mais on peut aussi présenter une solution plus calculatoire, et même algébrique. Rappelez-vous bien de ce mot, on en reparlera dans un autre tableau. Dans le cadre de cette méthode algébrique, on va généraliser à l'aide de lettres qui constitueront une formule valable pour n'importe quel nombre, ici entier. Presque une formule magique.
Nous sommes des magiciennes, Shaima. Restons scientifiques. Restons concentrés. En réalité, le nombre de losanges sur une face est simplement la somme de tous les nombres entiers entre 1 et 17. Donc, si je veux me faire passer pour une magicienne, en vous épatant en calculant en quelques secondes la somme suivante, 1, plus 2, plus 3, plus... Jusqu'à quel nombre entier voulez-vous que j'aille? Madame? Monsieur? Au hasard. 24. Très bien. Attention, je demande un silence absolu, quelques secondes de concentration et une calculatrice. Abracadabra, le résultat est... Tadam! 253. Une magie. Allez, t'expliques le truc. Très bien, mais tu généraliseras après. Je m'en tiens à l'exemple qu'on vient de prendre. J'écris cette somme. 1, plus 2, plus 3, plus, etc., plus 22. Je l'écris dans l'autre sens. 24. « 24, plus 23, plus 22, plus, etc., plus 1. J'additionne le tout. 24 plus 1, 25. 23 plus 2, 25. 22 plus 3, 25. Et 24 plus 1, 25. Très bien. Et voilà le truc. En réalité, il y a 25 fois le nombre 24. Puis, pour avoir une seule fois la somme cherchée, il suffit de diviser par 2. Et nous n'avons fait aucun schéma pour y arriver. Algébrique, notre preuve. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je reviens sur ce que tu as fait en généralisant. En faisant intervenir une lettre, on crée une formule qui marche à tous les coups. Je remplace le nombre cherché par n. Je fais comme tout à l'heure et j'écris cette somme à l'envers. N plus n moins 1 plus n moins 2, etc. plus 25. J'additionne les deux sommes. N plus 1, n plus 1, plus 2 plus n moins 1, 2 plus 1, non, n plus 1, plus n moins 2 plus 3, n plus 1, n plus 1, n plus 1. Nous avons donc n fois n plus 1. C'est quand même tellement plus facile à calculer, que ce soit de tête ou avec une calculatrice. Bon. C'est bien beau de généraliser, de s'enflammer avec des formules, mais ma petite amie, il n'y a que des situations particulières. Ce que tu présentes est net et propre dans l'abstrait, mais look. Tu vois le problème? Quel est le problème? Écoute, à défaut d'être magicienne, sois maligne. Il suffit de finir artisanalement et d'enlever le nombre de losanges correspondant à cette porte. Il y en a 9, n'est-ce pas? Donc finalement, mesdames et messieurs, damoiselles et damoiseaux,
Il y en a 612 moins 9, ce qui fait 603 losanges en tout sur cette pyramide. Le mystère de la Grande Pyramide est élucidé, géométriquement puis algébriquement.